Welcome to our UMA Doctoral Seminar Series. My name is Dominique Somda. I'm a research fellow at UMA, the Institute for Humanities in Africa, the University of Cape Town. The seminar is streaming on Facebook at the moment, and you also find a recording later on YouTube. So a few words about the seminar series. In this series, we invite our guests to reflect on the challenges and strategies of doctoral work, with a particular focus on turning points and critical experiences shaped by the research journey. Our speaker today is Professor Jean-Bernard Ouedraogo. He will discuss social sciences and theories, principles, and tools of investigation. So today we have we are very honored first to receive our guest, and we are going to have a bilingual session. Professor Ouedraogo will speak in French. We'll have a short summary of his remarks by our director, Divine Fu, so in English, and then we'll have a Q&A session in French and English. You'll be able to ask your question in English to Professor Ouedraogo, and he will answer it either in French or English, but we will manage. We will, use French and English, like, according to our preferences. Donc, bienvenue pour ce séminaire doctoral. Comme je l'ai indiqué, on va aujourd'hui parler français et anglais. On est très honoré de recevoir le professeur Ouedraogo pour cette session sur sciences sociales et théorie et pratique. Je vais présenter, je suis sûre que la plupart du public connaît le professeur Ouedraogo, mais je vais le présenter. And I'm speaking English again now. So Jean-Bernard Ouedraogo is a sociologist from Burkina Faso. Il est mon compatriote. He has been a professor of sociology at the University of Ouagadougou and deputy executive secretary of Codestria, in charge of the department training and grants. He is now director of research, directeur de recherche au CNRS in France, and is a professor of sociology at EHESS, École des Hautes Études en Sciences Sociales, in English School for Advanced Studies in the Social Sciences. He's the editor-in-chief of the journal Méthode, published by Ibidem Verlag. Bienvenue, professeur. Vous avez la parole et donc, comme je l'ai indiqué, après vos remarques, nous entendrons un court résumé en anglais par Divine Fu. Je vous remercie de votre présence et je vous laisse la parole. Oui, je voulais dire que c'est moi qui suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis très content de retrouver mes amis et collègues. Je voulais peut-être corriger quelque chose tout à l'heure. S'il vous plaît, ne m'appelez pas professeur. Pour l'instant, on va essayer de discuter ensemble de nos expériences communes. Il se trouve que par le bénéfice de l'âge, Francis ne dira pas le contraire, par le bénéfice de l'âge, nous avons quelques expériences en matière de méthodologie, en matière d'épistémologie des sciences sociales, et que c'est cette expérience-là que j'aimerais vous soumettre, non pas sur une, comme on dit dans l'ancien temps, sur la scala santé, sur la grande échelle de la connaissance administrative et académique, mais simplement pour essayer de discuter avec vous à échelle d'homme, en essayant de voir que si nos expériences peuvent nourrir d'autres, ça sera intéressant pour le bénéfice de notre continent qui a dans le domaine des sciences sociales, une vraie faiblesse sur le plan de la méthodologie. Et vous savez que quand la méthodologie est faible, il y a un problème de rigueur à la fois dans les enquêtes et dans l'argumentation. Et du coup, la question qui se pose, nous sommes rentrés, je crois, depuis très longtemps d'ailleurs, en tout cas, la tendance dominante il y a deux éléments que je vais souligner avant de commencer. La tendance dominante qui a une tendance un peu, de littérature. J'ai beaucoup de respect pour la littérature, je ne vais pas employer ce mot. Il y a une trop tendance à l'essayisme dans les sciences sociales.
et que les faits ont du mal à s'imposer dans les arguments. Et la deuxième chose, il y a aussi une tendance inverse qui est à l'exact opposé, qui tend à sacraliser le terrain en disant tout ce qu'on a collecté sur le terrain était digne d'être placé au centre du panthéon des sciences. Et là, c'est un vrai problème. Je reviendrai bientôt sur ces questions-là. Alors, je vous ai proposé de traiter d'aujourd'hui de, comment dire, de deux acteurs centraux dans la démarche en sciences sociales, à savoir la théorie et le terrain. Alors, un de nos grands maîtres en sociologie, dans la sociologie mondiale, c'est Pierre Bourdieu, nous disait que en matière de sociologie, on peut élargir à toutes les sciences, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Et c'est la théorie, c'est la logique plus les faits. Alors, ça veut dire qu'il faut en même temps maîtriser le cours et du raisonnement de l'argumentation logique et en même temps essayer d'avoir le plus possible d'objectivation, de démarche objective dans la collecte des faits, qui, comme vous le savez, les faits sont toujours faits. Et notre problème, justement, en sociologie et dans les sciences sociales, c'est d'avoir affaire à des agents, des objets qui parlent. Les hommes que nous étudions parlent, donc ils disent beaucoup de choses, souvent de vraies, mais quelquefois aussi, ça rentre dans leur stratégie générale qui les meuvent dans la société. Je ne sais pas si je dois m'arrêter pour qu'ils traduisent ou je dois continuer. Alors, Divine, do you want to take some time to translate, or would you rather translate at the end? allô? Oui. Il n'est pas là. Je pense qu'on va continuer et que on reprendra après. D'accord. Alors, donc, je vous ai dit que ces deux éléments-là, l'objectivation et l'argumentation logique, enfin, nous évitent justement quelque chose qui semble, qui semble la chose la plus facile, c'est succomber à l'illusion du savoir spontané. C'est-à-dire qu'on a l'impression que tous les discours sur la société sont des discours valables pour les sciences sociales. Ce qui n'est pas vrai du tout, puisque s'il y a une prétention des sciences sociales de s'ériger en sciences, c'est justement parce que ce discours spontané, il doit être questionné, pour le moins. C'est-à-dire que la construction de nos objets commence d'abord par la rupture avec ces idées toutes faites, quoi, ces prénotions. Et c'est ça qui semble le premier point qu'il faut souligner. La seule chose qui nous amène à penser à cela, c'est le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les discours des agents sociaux sont des discours qui sont souvent stratégiques, si j'ose dire. Et que quand il s'agit de stratégie, vous ne pouvez pas prendre au pied de la lettre, justement, cette stratégie. Mais, je dois vous mettre en garde tout de suite parce que là, c'est une position un peu durkheimienne, hein. Vous savez, quand vous lisez les règles de la méthode sociologique ou d'autres auteurs, vous les trouverez dans toutes les langues, c'est ça qui prévaut. Il faut aller en rupture avec les prénotions pour essayer de construire, enfin, de construire l'objet dans le but justement de dévoiler les relations sociales qui se cachent derrière les phénomènes observables. Mais Weber dit une autre chose qui est complémentaire. Il dit que en fait, ces prénotions ne doivent pas être jetées. C'est pas quelque chose qu'il faut jeter. Que ces prénotions sont des éléments importants dans la recherche de la vérité du social, en sachant que ces éléments-là doivent être après confrontés aux éléments objectifs. C'est-à-dire, le mot que Weber utilise, c'est de rationaliser. C'est de rationaliser le discours de façon à ce que l'ensemble des comportements sociaux soit élucidé, soit expliqué. C'est ça le point le plus important qu'il faut retenir. Bon, ceci étant dit,
Comme je l'ai un peu mentionné au départ, au début de mon discours, comment dire, on n'aborde pas les faits sociaux, enfin l'étude en sciences sociales uniquement en collectant les discours, les éléments spontanés. Pour il y ait d'abord une démarche scientifique, le mot n'est pas faible, hein. Il ne faut pas croire que c'est un mot qu'on emploie facilement, c'est un mot qui est lourd de sens, hein. Démarche scientifique. Bien entendu, bon, dans l'épistémologie, on discute beaucoup le fait que cette objectivation se fait à l'ombre de la physique classique. Mais là, ce n'est pas notre problème. Le fait que, dans ce qui nous intéresse, cette rupture et cette construction de l'objet est indispensable. Bon, rupture par rapport aux prénotions, naturellement, mais aussi en même temps, je dis bien en même temps, construction de l'objet. Et comment on construit l'objet? Alors, pour construire l'objet, c'est pas simplement, comme souvent la tendance la plus courante, c'est quand on commence un travail, beaucoup de nos étudiants commencent à aligner des phrases avec des points d'interrogation. Bon, ce qui est nécessaire dans le déroulement de l'intelligence humaine, c'est normal qu'on se pose des questions. Mais en fait, ces questions-là ne sont pas encore des questions. C'est-à-dire que quand vous posez ces questions, c'est-à-dire que vous essayez, vous, de repérer quelques éléments observationnels, comme on dirait, quelque chose qu'on observe ou dont on a quelques éléments saillants, comme on dit, des éléments qui sont visibles ou constatables plutôt. Mais ça ne fait pas de ça, ça ne fait pas de ces points d'interrogation-là un objet d'étude. Vous voyez? On est obligé dans ce cas, dans le cas de l'objet, de dire, mais évidemment, quand il y a des exemples classiques, hein, quand on dit quelque chose sur le suicide, vous devez chercher les causes du suicide. Mais si vous avez deux, trois causes du suicide et vous expliquez que c'est la cause définitive et que vous montez en généralité tout de suite et vous dites c'est que ça qui s'applique, vous avez tout faux. C'est-à-dire que vous devez en ce moment-là bon, j'invite les gens à lire ce bouquin, hein, moi, je ne vais pas le résumer ici. Vous avez en ce moment la possibilité de formuler des hypothèses. Et là, c'était très important. Et dans la formulation des hypothèses, comment dire, ce n'est pas des questions. Ce n'est pas des questions avec des points d'interrogation. Parce que les hypothèses, c'est des réponses provisoires. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous estimez que, il y a une inégalité, par exemple, d'accès aux ressources financières dans une entreprise, et vous pouvez faire l'hypothèse que ça dépend que cet accès-là est fonction du diplôme, est fonction du sexe des agents, est fonction de plein de choses. Vous pouvez transposer ce que j'ai dit dans un village, dans n'importe quelle institution. Mais à ce moment-là, vous formulez une hypothèse ou des hypothèses, justement, parce que ce qu'on va appeler plus tard problématique, qui est en fait une des étapes de la construction de l'objet, c'est un corps d'hypothèses, comme on dit. C'est-à-dire, c'est une série d'hypothèses qui s'entrecroisent, qui se complètent, en fait, et qui, selon les sections, s'il y a des questions, enfin, je reviendrai après si vous avez besoin d'illustrations précises, il y a des sections qui doivent être couvertes par des hypothèses. Et la section que vous faites de la réalité sociale doit se trouver couverte par une série d'hypothèses. Et cette série d'hypothèses se complète dans ce que vous allez appeler plus tard la problématique, donc la construction de l'objet. Mais bon, ça a l'air abstrait, j'en conviens, mais c'est pas si abstrait que ça. Parce que si vous aviez un sujet à traiter, il est évident que certaines hypothèses peuvent se recouper sur d'autres. Ça veut dire que ce n'est pas encore très bien fait. Et pourquoi ce n'est pas très bien fait? Parce qu'il y a un autre élément sur lequel on passe rapidement et qui me semble quelque chose de très important aussi à retenir dans sa rigueur, c'est qu'est-ce que c'est que les concepts? Qu'est-ce que c'est qu'un concept? C'est une formulation, mais on peut très bien imaginer que
C'est une réalité qui a été formalisée il y a très longtemps, enfin, il y a en tout cas dans le passé. Et ce concept-là, vous l'utilisez maintenant. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que le périmètre actif, le périmètre d'action de ce concept-là sera le même que le périmètre dans lequel vous voulez l'impliquer. Donc, c'est à vous de voir quelle est la mesure que vous pouvez donner à ce concept-là, et son étendue. Je dis périmètre, mais c'est en fait son étendue actif et son étendue dans le champ social, hein. Et ça couvre un certain nombre de pratiques, et ces pratiques-là doivent être rigoureusement revues. Et c'est ça qui fait que souvent, il y a des concepts qui ont l'air trop étriqués, des hypothèses qui ont l'air trop étriquées par la suite, et d'autres aussi où les hypothèses sont tellement larges que vous ne pouvez rien faire. Vous avez trop de choses, vous pouvez pas. Vous allez le voir par la suite. Parce que quand on formule ces corps d'hypothèses qu'on dit problématiques, mais au fond, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de poser, c'est comme, je donne souvent cette idée-là, c'est comme un pêcheur qui va à la pêche, hein. Vos hypothèses, ce sont vos filets, quoi. Si vous comptez, si vous avez des mailles de filets qui sont beaucoup trop larges, vous voyez ce que ça peut donner dans votre action de pêcheur. C'est un peu comme ça l'idée. Donc, si c'est trop grand, vous laissez passer plein de choses. Si c'est trop court, personne ne passe, quoi. Donc, du coup, vous avez du mal à comprendre votre environnement. Et c'est à vous d'ajuster ces éléments-là. Bon, mais au fond, quand on a formulé cette problématique et que on pense que tout se tient et que l'ensemble de la section de la réalité sociale que vous voulez observer, cet ensemble est cerné et bien cerné par vos hypothèses, maintenant, il reste qu'à à construire les outils. C'est pour ça que j'ai signalé dans mon résumé qu'il y a une très, très, très forte relation à établir entre le terrain et les théories. Le versant que je viens d'expliquer, c'est le versant un peu théorique, quoi. Vous utilisez des concepts, vous pouvez vous référer à des anciens auteurs, tout ce que vous voulez, mais en gardant très bien le fait que c'est vous qui êtes le maître du jeu. Voilà. Parce que je tiens aussi à souligner ce fait que souvent, les étudiants ou les chercheurs ont tendance à vouloir, comment dire ça, laisser la main à quelqu'un d'autre. Ils sont tellement admiratifs qu'ils pensent que les théories du passé sont efficaces par elles-mêmes. Donc, c'est pas tout à fait toujours ça. Il faut du travail de votre côté pour ajuster tout ça, pour limiter, pour étendre, si besoin, compléter, parce que des fois, il y a des concepts qui vous êtes obligé de les associer à d'autres pour mieux couvrir le périmètre que vous voulez explorer. Donc, ces éléments-là sont complètement décisifs. Bon, et quand vous avez cette construction d'objets, il vous reste maintenant à envisager le terrain. Bon, évidemment, le terrain, tout le monde dit terrain, terrain, mais le terrain, c'est votre, comment dire, c'est votre champ d'investigation. Alors, il n'a aucun lien avec un espace géographique, physique. Contrairement à ce que les gens, ah, je vais sur mon terrain au village. Bon, c'est pas forcément le village qui est votre terrain en réalité, parce que votre terrain, c'est vraiment la construction conceptuelle, problématique que vous faites de ce lieu-là. Et ce lieu-là, il est à vous, hein. C'est vous qui le maîtrisez, c'est vous qui savez ce que vous y faites. Mais naturellement, l'espace géographique ou l'espace social en général, il est beaucoup plus vaste que vous ne pouvez l'explorer même avec cette vie, hein, parce que une des choses qu'il faut comprendre, c'est que ce qui rend un peu notre métier un peu difficile aussi, c'est que les hypothèses que vous pouvez formuler sur un terrain sont innombrables, sont innombrables. Mais si vous avez beaucoup trop d'hypothèses, ça voulait dire aussi que vous n'avez pas d'axe, vous n'avez pas de ligne, quoi, directrice qui vous permettent d'explorer, de questionner l'objet. Ça veut dire que votre question n'est pas encore complètement bien posée, parce que, comme vous le savez, le plus dur, c'est de trouver des questions, hein. Tout le monde vous donne des réponses, hein, surtout dans les sciences sociales, mais c'est très compliqué d'avoir des vraies questions.
Donc, si vous avez, en utilisant vos hypothèses, un chercheur américain a dit, c'est les hypothèses les plus musclées qui vont résister, quoi, en fait, hein, parce que vous allez les confronter logiquement, hein, bon, il n'y a rien de violent là-dedans, hein. Vous allez les confronter logiquement, de voir quelles sont les hypothèses qui tiennent le mieux. Donc là, il y a une tentation qui est très forte aussi parce qu'il y a les injonctions de l'entourage, les injonctions du moment, toi, les théories à la mode, tout ça, vous interpellent, vous assaillent et ils essaient de vous orienter dans telle direction. C'est en ce moment que le chercheur doit dire, attends, moi, je sais que les influences qui viendraient d'outre-Atlantique n'ont pas vraiment, bon, ont souvent très peu de performances heuristiques, quoi. C'est le mot un peu savant qu'on utilise, mais des performances qui vous permettent de découvrir la réalité sociale, quoi. Il y en a très peu, donc il ne faut pas trop succomber non plus à la mode, hein. Enfin, la vraie mode, c'est ce que vous êtes en train de construire. C'est le contrôle que vous faites de votre propre démarche. C'est ça qui est important. Bon, et je voulais aussi, avant d'aller plus loin, ce que j'avais dit à la fin mon résumé, dans le cas africain, il y a des choses qui se compliquent. La chose est plus compliquée. Pourquoi? Parce que dans le contexte historique, dans la trajectoire, enfin, dans l'état actuel des trajectoires historiques de notre continent, intellectuel de notre continent, nous avons affaire non seulement à des théories qui ont été construites ailleurs, mais des théories qui ont été construites dans un sens particulier, dans un sens de domination. Donc, vous êtes obligé, toi, de questionner parce que l'effet de domination des sociétés africaines depuis, il ne faut pas compter seulement la période coloniale, hein. Il suffit de lire les textes des Grecs et vous allez voir, ou dans enfin, l'Arabie pré-islamique, vous allez voir tout ce qui va se dégager au sujet des Africains, des Noirs et tout ça. Donc, ça va avoir une répercussion sur la manière dont les concepts, les notions, les mots vont être utilisés en Occident, enfin, l'Occident au sens large, hein. Parce que si on considère les théories de Samir Amin, l'Orient proche, c'est un peu de l'Occident, quoi. Ça dépend des siècles. Avant le 10e siècle, c'était de l'autre côté de la Méditerranée. Après le 11e siècle, c'est l'Occident actuel. Alors, donc, il faut être vigilant dans ce sens-là. C'est pour ça que euh, nous avons une obligation. Parce que quand on commence à faire ce travail-là en sciences sociales, on est obligé de faire comment dire ça, une revue critique des sciences sociales elles-mêmes en tant que telles, si on veut avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des concepts qui sont très limités et qui ne tiennent pas compte de la multiplicité ou de la complexité des sociétés africaines. Bon, j'ai pensé, je l'ai écrit même dans un ou deux articles, où on voit très bien que euh, les sciences sociales qui vont se développer au 19e siècle vont complètement aller dans une sorte de construction d'un savoir utilitariste, hein, au service de la domination coloniale. Et la conséquence, c'est le réductionnisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de phénomènes sociaux en Afrique qui sont complètement mutilés, hein, parce qu'on pense que ce qui intéressait la pensée coloniale, c'est les éléments qui vont permettre d'accéder au contrôle politique et au contrôle économique des sociétés africaines. Donc, il faut faire très, très attention pour bien comprendre qu'il y a certaines sections plutôt, ou secteurs même, des réalités sociales en Afrique qu'il faut questionner plus en amont, en se mettant dans une perspective critique des notions que l'on utilise, en essayant d'éviter, en tout cas de corriger cette sorte d'incomplétude qui marque fortement, hein, les sciences sociales quand elles s'appliquent en Afrique. Quelle que soit la bonne volonté des gens d'ailleurs. Ce n'est pas une accusation en général comme ça, mais c'est une disposition historique qui est nécessaire à une sorte d'adaptation des sciences sociales en Afrique. Bon, là, c'est vraiment quelque chose de très utile à faire, mais c'est un effort collectif, hein. C'est pas que chacun, quand on aborde une question, on va faire un traité, un traité critique
du vocabulaire et des notions techniques des sciences sociales, enfin, les notions utilisées en anthropologie ou en sociologie, en psychologie en Afrique. Non, c'est pas forcément ça, mais j'attire votre attention que toutes les notions que vous utilisez, il faut vraiment aller regarder la généalogie, regarder à quel moment ça a été appliqué et voir si vous ne pouvez pas vous-même en inventer d'autres. Ça aussi, c'est une des choses que faut que nous ayons en tête, que nous pouvons aussi inventer des concepts qui correspondent aux réalités que nous étudions. Bon, même s'il ne faut pas non plus faire du folklore, hein, c'est pas, il faut être très sérieux dans ces choses-là si on veut être plus au sérieux par ses pairs, hein, y compris en Afrique. Alors, donc, dès que, à partir du moment où le corps des hypothèses est posé, bon, il s'agit maintenant d'observer, de regarder ces corps des hypothèses-là portent quel type de fait, fait appel à quel type de fait. Parce que si vous avez une hypothèse, ça marche toujours minimum à deux bras, à deux pieds, quoi. Il y a un axe principal qui est expliqué par un axe secondaire. Bon, c'est un peu ceux qui ont fait un peu de statistiques, ils voient, c'est comme un tableau à double entrée, quoi. Vous avez d'un côté l'axe, les coordonnées, et puis vous voyez comment ça s'influence. Bon, mais dans les deux cas, dans les deux axes-là, vous avez forcément des éléments concrets. C'est là où souvent il y a la difficulté. Parce que dans dans ces deux axes-là, vous avez la possibilité de faire, comment dire, vivre vos concepts. Parce que la référence, la généralisation rapide que vous avez, euh, desquelles vous avez inféré votre théorie et que vous plaquez sur votre terrain, ça ne va pas du tout automatiquement. Il n'y a rien d'automatique. C'est du travail, quoi. Il faut faire un vrai travail pour que le concept, en général, les deux concepts qui vont fonctionner sur vos hypothèses vont s'incarner, quoi. Comme dit Eisenstein, c'est le concept qui va prendre sa canne, mettre son chapeau, et voilà quoi, et marcher. Vous en trouvez plein dans la littérature où les gens vous disent ça. C'est que vous voyez le concept de son statut de notion abstraite s'incarne maintenant dans la réalité. Et vous évaluez les caractéristiques et les éléments de cette réalité-là pour voir quelle est la pertinence de cette réalité. Vous voyez, par exemple, si vous dites Balzac l'a fait, moi je m'excuse de vous donner des références françaises, mais euh, il dit voilà, il y a un jeune auteur qui lui envoie un manuscrit, qui lui dit bon, euh, moi vous avez écrit, vous décrivez un médecin de campagne, mais est-ce que votre médecin, il a une sacoche, est-ce qu'il a une cape, est-ce qu'il a une haute forme? Bon, il décrit ce qui peut être caractéristique d'un médecin de campagne. Mais évidemment, mais ça dépend. Si vous dites c'est un médecin de campagne qui va aller soigner des gens, ah, les caractéristiques ne sont pas les mêmes que si vous dites qu'un médecin de campagne qui va à un mariage. Bon. Donc, du coup, les, les caractéristiques que vous allez sélectionner de manière à ce que vous puissiez les vérifier sur votre terrain, ces caractéristiques-là sont très, 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 comment dire, euh, nécessaires, et qu'il faut les trouver, il faut les évaluer de manière rigoureuse en disant, ben oui, effectivement, dans le champ que je vais étudier, dans le système de relations, j'insiste beaucoup sur le système de relations, dans le système de relations que je veux observer, dévoiler, je veux comprendre ce qu'il y a derrière ce système de relations, qu'est-ce qui porte ces systèmes de relations, qu'est-ce qui active ces systèmes de relations. Dans ce cas-là, il y a d'autres caractéristiques qui ne me sont pas nécessaires. Donc, il ne faut pas faire les choses de manière automatique. Par exemple, vous voyez des fois dans ce qu'on appelle le talon, on appelle ça vulgairement le talent sociologique, on demande le nom, l'âge, le sexe, la profession, et tout ça. Bon, les gens, ils mettent tout ça de manière automatique, alors qu'en fait, il n'y a rien d'automatique. Selon votre sujet, votre champ d'investigation, votre problématique, il y a plein de choses sur l'âge qui ne vous intéresseraient pas. Il faudrait évaluer si c'est vraiment pertinent d'associer ça, d'avoir des éléments sur l'âge. Et puis aussi, il y a plein de choses que vous oubliez dans les caractéristiques, comme les antécédents, par exemple, la filiation.
Ça, c'est une marque aussi des statistiques, hein, puisqu'il reste à cette échelle, parce qu'on sait très bien, en Europe, ils ont vu ça, hein, quand vous avez un couple et vous voulez voir la manière dont ils se nourrissent, bon, évidemment, si la femme est d'origine paysanne ou la mère du mari est d'origine paysanne, le système de consommation est totalement différent. Vous voyez? Donc, vous êtes obligé d'évaluer tous ces éléments-là et de faire en sorte que les éléments que vous allez collecter par les outils, pour l'instant, je ne dis même pas de quel outil il faut choisir, hein. Je dis l'ensemble des outils, parce que vous êtes en train de mettre en place, de sélectionner les éléments pertinents que vous allez, vous maintenant, entre guillemets, parce que ça dépendra des outils que vous allez utiliser. Mais de toutes les façons, la mécanique logique est exactement la même. C'est-à-dire que vous faites des statistiques ou des entretiens ou de l'observation directe, c'est pareil. Seulement, dans un cas, le comptage et la référence, les inférences quantitatives sont utiles parce qu'on veut un grand nombre, on veut faire des contrôles par la suite, des contrôles de Q2 pour voir la pertinence, enfin, la fiabilité des inférences statistiques, hein. Dans notre cas, vous vous contentez de 2 ou 3 cas que vous pensez être généralisables. Bon, on va appeler l'un qualitatif, l'autre quantitatif. Mais en réalité, d'un point de vue logique, hein, c'est exactement la même chose. Voilà. Seulement les outils que vous allez utiliser plus tard, hein, ce n'est pas les mêmes. Bon, quelquefois. Professeur Jean-Bernard, je m'excuse, je vous appelle plus professeur, du Merci, coup, merci vous avez beaucoup. repris. Je m'excuse de vous interrompre. Je crois qu'il y a Divine signale que la traduction écrite sur le Zoom n'est pas totalement correcte. Ah, Et je pense que ça sera peut-être un bon moment pour qu'il le fasse un peu le point pour nos amis anglophones et puis pour pouvoir peut-être après démarrer une conversation. Donc, d'accord. oui, je vous interromps pour permettre à Divine oui, de faire un petit résumé. D'accord. Yeah. Merci beaucoup, Dominique. I'm just going to try to provide a small summary because Jean-Bernard is going very fast and also is speaking very technical language. Yeah, I think I'm just going to provide some of the key points. The translation that's been provided below is something else. I don't think that anybody should ever rely on an AI to provide a sense of anything. But that's me. But the talk is some of the essential points is the relationship between theory and the field, which is what he's trying to emphasize here. And Jean-Bernard started off by saying you should not be called Jean-Bernard. You should not be called professor, you should be called Jean-Bernard because he wants to speak as, yeah, he wants to speak as equal, and also that it is only age that might put him a little bit advanced and experience, but he thinks that he's speaking to peers. And also it's just the experience that he and his friend Francis Nyamjo would have had, that they have some experience in methodology and epistemology, and that's what he wanted to talk a little bit about, and expecting that we would actually exchange ideas on how we've experienced this. And then he said it's also really important for the African continent because the African continent is always seen as having a weakness in methodology. Because there is often a problem of rigor and a problem also of argumentation. So he wanted to really emphasize those 2 points. And then he says, there are also 2 important things he wanted to emphasize. One is an over-reliance on literature, just talking around literature. He talks about the essay. And that on the one side, people like to really focus on the essay and writing lots of essays, which are just reliant on literature. And the essays actually are not backed by facts. And they make arguments that do not have facts. And then he said on the other side, there's a weakness with lots of
researchers who just think that going into the field and because you have access to field and data, and then data is totalizing. So these are two weaknesses. So today he says he's speaking on two issues, which he said before, that is theory and field work. And he starts by quoting Bourdieu. He says that Bourdieu said in sociology, sociology is about logic and facts, and that you need to understand logical arguments, and then also to have objectivity in collecting facts so that you can know, because facts are facts, you know. And he says our problems in the social sciences is that we are dealing with our objects of analysis actually do speak and have a social life and have a mind of their own and also have strategy. And then he says there is this challenge that we have in the social sciences, but also on the continent, that people like to surrender, also come to what is called spontaneous knowledge. And that we think that all discourses in society are all valuable for the social sciences and all important as research of the social sciences. And that part of our work is to interrogate and question these discourses. And to start by understanding the rupture of ideas and the complexity of these ideas. And one of the first things that leads us to this challenge in the social sciences and believing that these ideas are totalizing is that social agents have strategy. And that you cannot just take them as face value. And then I think he was referring to Durkheim's and Durkheim's ideology. And we need to understand social relations behind phenomena and also behind action and facts. And then he spoke about that presumptions should not, we have lots of presumptions that we interrogate, but that these presumptions or assumptions should not be totally abandoned. And that it is important that when we have these presumptions, we invest in the quest for scientific truth. And that this search is also a search for objective truth. And it helps us to ask the question how we should rationalize this public discourse that is present in society. And then he moved on to talk about the fact that we do not do social studies just to collect spontaneous objects. That scientific work, the work that we do is scientific work, but it's a very important work. It's not a concept that is very important. And then what interests us is the rupture and construction of the object and how is this object constructed. And that our studies, some studies start just by posing questions, or students who pose sentences and put a question mark. And that is normal to ask questions. But when you ask a question, you're also trying to identify elements of what is observable and visible, but that these do not totally explain the facts or do not totally explain the object under study. And that when you say something, for example, about suicide, you have lots of questions to ask about what the causes of suicides are. But when you start off, you have lots of presumptions, but you need to interrogate further. And then he speaks about reality and said there are sections of reality that need to be investigated through hypotheses and through different kinds of hypotheses, and how these hypotheses construct the object that is under study. And that even though what he's saying looks abstract, it is not abstract. And he said the other important issue that he spoke about is concepts. And that concept, it is reality that was formulated in the past, but that you are actually using and applying now. And that your main aim is to contextualize and operationalize the concept, especially within your field of study or your research side. And that some concepts are vague and others are really very narrow. So our job is to really try to work with them. And then says, when he talks about core concept or core hypotheses that are core to research. And when these core hypotheses or problematics are formulated, it is like, and then he gives the metaphor of a fisherman who goes out to fish. And then if he has a fishing net, if the net has two big holes, he's going to lose out something. It's also too narrow. There are particular things that he's going to catch, but that the fisherman should have agency like researchers and adjust, the holes just like you adjust elements of research. And then he says when this problematic has been formulated, when we know
that these are framed by the hypothesis, then you have to look for tools to work with this. And that's what he's talking about, theory and also fieldwork. And he says there's a very long, strong link between fieldwork and theory. And then he talks about the weakness that oftentimes students and researchers want to give away their agency to others, especially through theory and through the literature. And he says that, but you need a lot of work at your own end to take agency in order to understand the theory, and you're obliged to look for examples that are associated with the theory in the context in which you are working. And then he says, now you have to imagine and frame your field. And then he explains that the field is your field of investigation. It is not really about a physical space. It is also not about the entire social world. It is your concept of the problem that you're investigating, of your problematic. And it is you only alone who knows it. And the geographies and social spaces are too vast for us to explore with a very small concept. That's why you need to work with it. And then he says, if you have so many hypotheses, you do not have a kind of a framework on axis to ground your concept. You need to ground your concept and your question somewhere. And he then says that it is easy to find answers, but very hard to ask very good questions. And that everyone always provides answers, but they cannot really find a good question. And then he says there needs to be a collective effort that everyone does to adapt the social sciences to the African context, because it also has a particular history and tradition. And then he says in the African context, it is a very complex context, because the intellectual histories of our continent and the concepts and theories that we inherited have been constructed outside of the continent, firstly, but also within the context of domination. And that it has implications for the tools and the words and the concepts that we use. And that is why we have an obligation to do a really critical review of the social sciences if we really want to advance in our research, because there are concepts that are limited and that do not really take cognizance of the particular context that we apply them in, and also the theories that are come from elsewhere. And then so we see that he says that the social sciences, for example, in the 19th century was very utilitarian, because it offered imperial mission tools, because they were interested, the research was mainly interested in understanding how to dominate. So it was very narrow and very reductionist, and had all sorts of concepts about African societies and contexts, but also that we have the possibility within this context today to create or invent concepts that adjust to this local context. But he's also warning that we should not become very illusionary. And then he says, if you have a hypothesis, the hypothesis always function, he said, on two different trajectories or steps, but it's important to really ask how to ground ground your concepts in data, and that you need to work hard to ensure that the concepts in your hypothesis actually really unveil themselves as they're working, and that are given life in your work, and that these concepts need to be grounded in reality. And one of the things you have to look for is what are the characteristics, what is the pertinence of this reality that these concepts are creating. And then he says, I want to understand one of the things that you should be looking at to understand the relations behind the concepts, the data, or the ideas that you're collecting. What is behind it? What are the particular characteristics? Because as he says, these concepts should not be automatic. For example, explanatory concepts or words. He was speaking about talking about the importance of quantitative, qualitative data, and talking about independent variables. That, for example, people should not assume that you should compare research through age, and that there might be specific elements of age that do not make sense. And Alors, formidable, Divine. Thank you so much. I don't know if I don't know if I should just speak in French and let Divine continue the translation. But it was fantastic, and I feel like we should always have two two version. I think it's it was such a brilliant presentation, Jean-Bernard, that just to have the opportunity to hear it again in another language was quite fantastic. So thank you so much for the brilliant translation, Divine. I was I was a little panicked that you would let me translate, and I'm absolutely unable to do it. So yeah, thank you. And Jean-Bernard, you know that et je vais peut-être repasser en français, mais peut-être que
certains ne savent pas dans la salle, c'est que la semaine dernière, on a discuté quand en fait, on parlait de l'ouvrage que tu as édité sur les perspectives africaines sur les méthodes de recherche. Et la question que je posais, ou que je t'adressais, c'était une inquiétude aussi qui était parmi nous, une intimidation d'être face à des réflexions épistémologiques qui nous laissaient peut-être sans la possibilité de savoir quoi faire de façon pratique et immédiate. Et je pense que les remarques et la présentation que tu as faite aujourd'hui répond totalement à cette inquiétude et nous donne des pistes pour savoir que faire avec les questions, que faire avec les concepts, et nous aussi nous faire prendre, comment dire, nous faire prendre conscience de notre autonomie par rapport aux concepts et aux outils de recherche qui nous sont légués. Donc, merci beaucoup. Just to say in English, just for like in one or two sentences, that last week I talked to with Jean-Bernard about this session, and we were actually with my colleague at UMA, we were discussing a volume edited by Jean-Bernard about research methods. And for a lot of us, there were the question of what do we do with epistemology? How do we translate epistemology into in our work? It's and a lot of it was a lot of the observation or the reaction were fear of failing to reflect like the kind of prescriptive discourse of epistemology into our research. So thank you so much. I'm going to open the floor for questions. I see I have some of my colleagues here, some doctoral fellows at UMA, Vanessa, Sané, Mimi and Fanid that have been also reflecting on how to use theory as they frame their fieldwork. So I'm going to open the floor for you to give you an opportunity to ask questions to Jean-Bernard. Okay, Vanessa, and then we have a question from Professor Nyamjo. Thank you so much. Thanks, Tom, and thank you, Divine, for the translation. Greatly appreciated. Thank you, Professor Jean-Bernard. I have two questions, if the chair would permit me. The first one is asking around what perhaps you imagine to be the future and the present, or rather what should be the future and the present concern of sociology on the continent. So that's the first one. And the second one is asking around a possible resolution to the question of science, of course, and thinking about science as, how we go about science, and an emphasis on the objective world and the collection of facts rigorously, systematically, and so on. And if there is a possible alternative to that without dismantling the scientific method, so to speak. So are there other ways in which we can imagine going about the scientific endeavor and keeping the integrity of the scientific method, its rigor and so on, but in, I guess kind of adjusting it to the present moment? Thank you. Yeah, I think Vanessa, I think she ended here. I don't know, Divine, if you would want to. Non, je pense que le prof a compris la question. Si, Jean-Bernard, tu veux que je traduise encore? Non, ça va aller. Hein. Ouais. Sinon, je peux expliquer. Mais il y a l'autre question de Francis Nyamjo. Oui. Oui, mais après, je peux faire
Peut-être il y en a d'autres aussi qui ne Oui, parlent pas. alors pour l'instant, on a une question de professeur Nyamjo qui demande dans le chat, is there a difference between being scientific as a researcher and riding the bandwagon of scientism? Oui, c'est quoi bandwagon, Francis? Qu'est-ce que c'est? Traduisez-moi parce que je n'arrive pas à lire. Est-ce qu'il y a une traduction pour ça en français? C'est Le train en marche, c'est le train en marche, c'est peut-être la mode. la tendance, la mode, Ouais. voilà. Oui, oui, la tendance. Mais le prof est là, je pense qu'il faut expliquer. Oui, il peut compléter, il peut parler, Francis. Absolument. Professeur, si vous Oh. voulez prendre la parole. Être enlevé par des vagues de scientisme, becoming, joining the evangelical wave of scientism, that science can account for everything and the scientific method can be used to understand everything. Yeah. The popular version of science, popularization of it. Yeah. Okay. Yeah. Oui. Bon, en fait, les deux questions, la dame qui a parlé tout à l'heure, je lui remercie de ces questions. Les deux vont, les deux vont dans le même sens parce que tout dépend de l'objectif que l'individu qui prend le chemin de la science se donne. C'est-à-dire que si vous êtes, évidemment, il y a plusieurs chemins qui se présentent à chaque individu au cours de la carrière, hein. Mais en même temps, la manière dont vous exercez votre métier, que ce soit menuisier ou maçon, vous avez certaines personnes qui vont adopter le fait de vouloir être un peu, comment dire, de suivre le courant de la mode, hein, de dire voilà, c'est ça qui marche. Mais il y en a d'autres qui disent que bon, moi, je vais essayer de suivre mon propre chemin. Alors, moi, ce que je considère, c'est que pour l'instant, toutes les modes qui sont parues, pour répondre plus directement à Francis, toutes les modes qui sont parues dans les sciences sociales sont des modes occidentales. Alors, il y a très peu de choses qui sont initiées à partir je veux dire, du Global South, comme on dit. Alors que dans ce que je viens d'expliquer, moi, je suis persuadé que c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces questions de contrôle, d'imagination, parce que dans les temps à venir, je suis persuadé, hein, que les innovations viendront du continent africain et dans d'autres d'autres endroits historiquement semblables. Et ça, à mon avis, c'est inéluctable, sauf si nous sommes moins rigoureux, sauf si les étudiants ou les chercheurs venant de ces endroits-là ne sont pas assez travailleurs, parce que dans toutes choses, hein, c'est le temps qu'on passe, c'est le travail qu'on met en avant qui produit. Hein. Il n'y a pas... Je dis souvent, le Saint-Esprit, il est descendu une fois, il ne va pas descendre deux fois. Il ne faut pas rêver. Donc, il n'y a que ça qui compte, quoi. Et effectivement, nous, on a une tendance actuellement, collectivement, le nous collectif, hein, on a une tendance à voir les choses, à suivre les modes, à la fois, même dans les styles d'écriture, même dans les langues que nous parlons, vous vous rendez compte, hein. Même dans nos langues qu'on parle, c'est des langues qui correspondent, les styles de langue. Donc, en fait, le lit de la langue, enfin, de l'argumentation à l'africaine, il y a très peu de gens qui les ont encore. Donc, on a eu toute une sorte de conscience de ces situations-là avant de nous engager plus en détail plus profondément dans nos. Mais le futur des sciences sociales, c'est un peu ce que je viens de dire là. Mais je n'ai pas vraiment compris la deuxième question de la dame. Oui, je l'ai oubliée là. C'était quoi déjà? Alors, elle a réécrit dans le chat. Est-ce qu'on peut imaginer ou réimaginer une méthode scientifique? Et si oui, comment? Et comment ces réimaginations peuvent retenir l'intégrité et la rigueur de la science? Voilà, et ça, c'était vrai que c'est une partie de la question qui était plus proche. Oui, c'est la deuxième. Elle a écrit les deux autres. Voilà. Mais Voilà. en fait,
Bon, ce que je suis en train de dire, là, c'est justement d'imaginer une méthode. C'est-à-dire que la question que ce que je viens de dire, c'est l'état actuel de ce qu'on peut imaginer à partir des éléments qu'on a, quoi. Bon, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que on va réinventer la roue, hein. Ce n'est pas ça la question. On va approfondir les choses. C'est-à-dire que j'appelle les jeunes, là, enfin, les chercheurs à contrôler leur action. Parce que c'est en contrôlant l'action, en contrôlant toute la démarche, en sachant pourquoi on a fait ceci, pourquoi on a fait cela, pourquoi on a écarté ceci, pourquoi on a intégré cela. C'est en ce moment-là qu'on peut évaluer les choses et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Maintenant, dans des endroits, dans les phases où ce qui ne marche pas prédomine, nous avons maintenant à faire jouer notre imagination parce que rien n'est vraiment clôturé. Vous voyez? Donc, c'est à nous d'imaginer. Par exemple, moi, je vois bien dans certains cas, les méthodes de comptage statistique ne marchent pas vraiment parce que moi, j'ai essayé de compter des choses c'est avec des populations petites pour que les inférences statistiques soient un tout petit peu contrôlables dans ce qu'on sait. Mais si vous faites un texte général sur toute l'Afrique, c'est impossible à faire. C'est vraiment impossible à faire. Bon, on voit plein de gens qui font ça. Par exemple, dans, je sais pas, l'État en Afrique, par exemple. Bon, si vous prenez des exemples du Cameroun et vous les comparez avec des archives du Sénégal, ça n'a rien à voir historiquement. C'est pas possible de faire ça. Donc d'un point de vue objectif, ça ne va pas. Donc, vous avez une généralisation qui est hâtive et qui en même temps ne correspond à rien, quoi, pas à un fait réel, quoi. Il n'y a pas une vraie tendance historique qui sera révélée par ça. Donc, évidemment, ce qu'on dit, chaque fois que vous employez des outils de la recherche, vous les employez de manière originale, puisque votre terrain et votre objet sont forcément des originaux, quoi. C'est obligatoire. Bon, vous pouvez décider de ne pas utiliser des entretiens, vous pouvez décider de ne pas utiliser des statistiques, vous pouvez décider de ne pas prendre des notes, ou encore utiliser des pagnes. Il y a plein d'éléments, de l'archéologie, il y a plein d'éléments. La seule chose qui compte, c'est de contrôler la manière dont vous l'insérez dans votre démarche. Si ce contrôle-là n'est pas fait et que c'est pour la mode, ça ne sert à rien, quoi. Vous allez vous faire plaisir, mais en réalité, si quelqu'un d'autre vient derrière vous avec une pensée logique, tout va s'écrouler. Même si c'est bien dit, quoi, tout va s'écrouler. Vous voyez, et ça, c'est tout à fait normal, hein. Je ne sais pas s'il y en a d'autres questions sur le... Oui, on va prendre 2 autres questions, mais je ne sais pas si Divine peut-être peut aider Vanessa aussi à oui, d'accord. comprendre la réponse qui lui a été faite. Ok, moi, je pensais que toi, tu allais... mais je vais essayer. Je vais prendre les notes, je croyais que c'était... Okay. So, Vanessa, Jean Bernard responded to 2 or 3 questions from you, Francis Nyamjo, also. And then he started off by saying all depends on the objective of the individual who is doing scientific work, that when somebody is doing scientific work, they have to make a choice, whether they want to either follow the fashion of the day, you know, what is popular, and or to maybe be conservative. So the choice, when you are in a profession, you have to make choices, but each of those choices also has consequences. That, I think that's a summary of what he was saying, but he was emphasizing the importance of rigor and rigorous work, and that even when you want to be fashionable, there are other elements of fashionable that are different, like language, like the style of language, and lots of other things. So it's not as obvious as it appears. And then he was talking about the importance of one of his main argument is to reimagine methods, but he's not saying that we should reinvent the wheel in terms of a new method. That he's not one of those who is saying we have to reinvent the wheel. What he's saying is that we need to deepen what we already have,
and that we I think recognize that we have agency and also do lots of controls and about the methods that we use on the field and ask lots of questions. Why we did it this way, why we left some things out, why we use particular methods, and then we have to see what works and what does not work. And he's also emphasizing that we need to imagine, that it is important to really invest in imagining. And then he was talking about, like, sometimes you use methods of statistics, like in comparative work, that you compare the states in Cameroon, and then you compare it with Senegal, and say they have completely different historical context, or also the data that's being compared has a completely different history, and they are not comparable. And then he says every time that you use a research tool, also you are doing some kind of original work, because you're making decisions, about using certain tools and not using certain tools, but that you should control rather than working with what is fashionable. Oui, oui, Francis m'a posé une question aussi, mais lui, il le fait. Hein. Francis le fait, parce que dans certains des romans de Francis, quand vous lisez, c'est une exposition d'un travail de recherche. Ok. Vous voyez, donc du coup, le problème est là, quoi, parce que quel est le lien entre les faits et l'annonciation et la présentation des faits? Okay. Moi, je vois Francis, quand on a travaillé ensemble quelque temps, je le vois prendre de l'observation sur presque tout le temps. Il fait de l'observation, il note absolument tout. C'est qui est voilà, donc du coup, quand vous voyez, certains des passages des romans de Francis, c'est de l'ethnographie. Donc, du coup, c'est ça aussi. On peut tirer, comme beaucoup de gens ont tiré en Occident, ils ont tiré des éléments conceptuels des romans ou de personnages de récits. Bon, il n'y a aucune raison qu'on n'en fasse pas chez nous, parce que c'est possible. Il y a un concept qui fonctionne bien, qui vient de la Grèce antique, la métisse sociale, par exemple. Bon, qui était, c'est un concept qui traduit le bricolage, des choses comme ça. C'est très à la mode parmi certains anthropologues historiques, mais on peut en trouver d'autres personnages qui incarnent une certaine manière, un certain habitus social, en fait, qu'on peut, nous, le nommer comme on veut. Donc, ce n'est pas là la question. L'innovation, c'est à nous d'imaginer des choses. Il y a quelque temps, moi, j'avais fait un papier qui n'est malheureusement pas publié sur le roman de Ambateba sur l'étrange destin de Wangra. Alors, si vous regardez Wangra et vous regardez tous les récits sur les métis, c'est pareil, en réalité. Nous, on pourrait le nommer Wangra. Hein. On pourrait mettre la stratégie de Wangra. Pourquoi pas? C'est pas un problème. Mais la seule chose, c'est des questions qui dépassent notre propre individualité, parce que l'institution générale de la recherche en Afrique, elle n'est pas très bien organisée non plus. Vous voyez, il n'y a pas une institution qui va imposer une manière d'asseoir un concept en disant ce concept-là, il est validé, voilà, on n'en a pas. Donc, on est obligé de chacun de faire comme il l'entend. Mais sinon, il y a des ressources pour faire ça. Il y a des ressources pour faire ça. Et puis, en plus, le plus souvent, c'est à portée de main. Mais il faut du travail, il faut peut-être que les gens soient plus nombreux. Vous voyez? Merci. So we have, I'm just indicating that we are already like a little late. So we will take two final questions and like together, and then we'll have an answer, and then we'll wrap up the session. So we have a question by Fanid, and then we'll take a question from Antoinette. Fanny, would you like to? Okay, yeah, perfect. Thank you. Bonjour. C'est difficile pour moi de pas vous appeler professeur, mais je vais essayer. Bonjour, Jean-Bernard. Merci beaucoup pour cette discussion, et ça fait plaisir d'accueillir un compatriote aussi à Huma. Ok. Donc,
Moi, ma question se porte sur les méthodes de diffusion des recherches. Parce que le fossé dont vous parlez bien entre les théories et le terrain existe aussi entre les méthodes actuelles de diffusion de recherche et le terrain aussi. Et quand vous parlez de l'imagination, la création de nouveaux concepts, est-ce que vous considérez ça comme, est-ce que créer des concepts du terrain ou imaginer certains concepts du terrain aiderait plutôt faciliterait la diffusion ou la consommation de certaines recherches, ou est-ce que quelles sont vos pensées là-dessus sur ça? Comment est-ce que les chercheurs africains pourraient rendre leurs recherches plus accessibles, et est-ce que vous pensez que c'est en créant ce genre de concept-là qu'on peut rendre ces recherches plus accessibles, ou bien est-ce que vous pensez qu'on doit trouver d'autres voies? So I'm just going to translate. So my question was mostly on research dissemination methods. I was basically asking what Jean-Bernard thinks about how we can make our research more accessible, and whether the fact that the ideas around creating or imagining our own concepts sort of contribute to that. Because if we talk about Wangre or concepts that are very from the field, is that almost like could that be considered as our contribution to making research more accessible, or are there other ways of making that accessible on the continent? Thank you, Fanny. Then we are going to immediately take the question from Antoinette. Oh, ok, merci à tous. Je suis heureuse d'avoir suivi cette intervention. Je remercie très rapidement Divine qui, au passage, m'a permis d'avoir ce lien. Professeur, c'est quand même avec beaucoup d'émotion que je reprends ça, parce que je vous ai vu au Codestria en 2016, je crois. Après, bon, le chemin a été long. Bref, ma question, je vais aller assez directement puisqu'il n'y a pas de temps. J'ai suivi un atelier il n'y a pas longtemps sur l'ordre normatif dans les études africaines. Du coup, ça m'a un peu intriguée puisqu'en ce moment, je suis en train de faire ma thèse. J'ai posé la question à ce moment-là de savoir si il y a un ordre normatif standard pour toutes les études pour qu'elles soient scientifiques. Ou alors, chaque terrain avec ses pesanteurs culturelles, son histoire, a quand même ses spécificités. On m'a dit soit c'est de la science, soit ce n'est pas, soit c'est de l'activisme, puisque je fais un peu dans les associations. On me reproche toujours de faire ça de l'activisme, du travail associatif, pas du travail scientifique. Du coup, c'est un peu confus dans mon esprit. Tout à l'heure, la question de la jeune, tout à l'heure sur les concepts, m'a également édifié. J'ai dit, je vous pose rapidement cela. J'ai par exemple voulu dans mon terrain utiliser la théorie de James Scott et associer avec une approche des sustainable livelihood, des études féministes un peu africaine, mais on m'a dit non, ça ne peut pas être scientifique parce qu'on n'a pas beaucoup écrit là-dessus, et puis James Scott, il fait seulement de l'anthropologie, c'est pas assez pour une thèse. Donc, je ne sais pas ce que vous pouvez me dire dessus. Ça m'embarrasse un peu. On est obligé de rentrer dans certains canaux déjà tracés. Et ça, c'est parfois difficile quand même. Merci. Je peux répondre, c'est ça? Je vais juste prendre, I'm going to take only the last question from Dima, and then we will like, maybe there won't be any more questions, hopefully, and we are going to wrap up. So yeah, the last question, Dima, could you unmute? Okay. Bonsoir et merci professeur. Je suis étudiant camerounais, je me suis Dima Guy Alfred, et je voudrais juste intervenir. Je suis un historien, pas sociologue, et je voudrais juste intervenir sur les méthodes et principalement. Dans le cadre de nos travaux, généralement, on nous demande justement, dans votre perspective,
de nous départir de ce que nous avons généralement reçu, c'est-à-dire reçu de l'Occident, les idées reçues, préconçues, avec lesquelles nous avons évolué. Est-ce qu'il s'agit donc, professeur, de décoloniser également les concepts afin de pouvoir réimaginer une méthode africaine de recherche, si je peux appeler ça ainsi? Merci. Okay. The very, Jessimus, very shortly. We had a question in the chat a while ago, and so very shortly, the last question, and we will let Jean-Bernard answer. No, the question is the same I wrote in the WhatsApp, so I think you can translate it and move on. Thank you. Okay, it's a very long question though. Okay. So let me resume it. My question is that I'm concerned that our work must be accepted in the global scientific community. My question is, when we critical analyze the existing concept, and in this process, we are also creating new concepts, and sometimes those concepts will not be accepted in the scientific community. So how do you deal with these questions? That's my point. Thank you so much for summarizing the question. Voilà, donc si on peut répondre aux quatre questions. Il y a beaucoup de choses. Oui, j'imagine, mais on peut choisir. Ça se recoupe. Ne vous Ouais. inquiétez pas, je vais faire vite. Ça se recoupe. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Parce que la question n'est pas de dire on va inventer des concepts pour des concepts. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus en faire une religion. Il y a une nécessité de ce qui existe, il y a une nécessité de compléter ce qui existe par des éléments conceptuels nouveaux, par des formes de représentation de la réalité, des formes nouvelles de représentation de la réalité. On n'est pas obligé de faire je l'ai dit dans ma présentation, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Non, il y a la façon dont la source du concept n'est pas forcément, n'est pas forcément la chose dont il faut craindre. C'est la manière dont on va l'élaborer, la rigueur avec laquelle ça va représenter une certaine réalité et la généralisation possible de cette réalité-là. C'est ça qui pose souvent des problèmes, mais il ne s'agit pas d'inventer des concepts comme ça. Non, il faut faire très attention. Parce que moi, je vois bien, parce que même à Paris, ici, je me souviens, j'étais allé à un colloque, il y a un jeune Africain qui m'a interpellé en me disant, mais il faudrait que vous inventez des concepts. Je dis, mais ce n'est pas aussi simple. Et d'un autre côté aussi, je ne dis pas que tout ce qui vient de l'Occident, c'est ça qu'il faut jeter. Il ne faut pas non plus aller vers l'extrême. Ce n'est pas ça la question. La question, moi, je n'ai aucun complexe à utiliser ce qui se passe, les concepts qui viennent du japonais, du chinois, d'américain. Non, c'est l'expression de l'imagination des hommes. Hein. On ne sait jamais d'où ça a commencé et on ne sait pas quand ça va finir. Donc, le problème simplement, c'est de regarder l'objectif qui est de comprendre la vérité sur nos réalités sociales. Est-ce que ces concepts-là correspondent à ces vérités sur notre réalité sociale? C'est ça la question. Ce n'est pas autre chose. Bon, la deuxième chose, c'est l'ordre normatif. Bon, je crois que dans une des questions de Francis, il parlait du scientisme. Ça, c'est vrai aussi. Il faut faire très attention. Il ne faut pas non plus penser que tout ce qui va comment dire, faut pas non plus célébrer des principes qu'on va mettre sur le piédestal en disant c'est comme un veau d'or, on va adorer ça. Tout ça, c'est des outils qui sont à notre disposition. Mais si nous pensons que sur le terrain que nous abordons n'a pas besoin de ces étapes-là, on n'est pas obligé, hein. C'est pas obligatoire. C'est simplement une façon de remettre tout ça sur la table, de savoir qu'il y a une procédure et un processus d'aborder la réalité, quoi.
et que ça, qu'on soit en Afrique ou ailleurs, vous voyez que c'est presque pareil, hein. Il y a un article de Utundi je crois que c'est un des numéros de méthode où il parle justement de l'universalisme. Mais il faut faire très attention parce que souvent, l'universalisme, c'est la particularité des autres qui nous viennent comme des universalistes. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire très attention et de ne pas succomber justement à cette mode-là. Bon, et puis il y a aussi l'ordre normatif, évidemment, parce que objectivement, dans chaque espace scientifique, il y a un ordre qui le contrôle. Ça, c'est sûr. Nous sommes un peu sur les périphéries. En Afrique, on est sur les périphéries. On a des bons auteurs, on a des bons savants, mais ils sont un peu, disons, sur les marges, hein. Faut dire les choses, hein. Et là, ce n'est pas un problème individuel, ça ne dépend pas de la qualité individuelle des étudiants. Il ne faut pas penser que si vous n'êtes pas là, c'est que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce n'est pas forcément ça, hein. Bon, naturellement, il faut construire des choses avec rigueur. Moi, je reviens toujours à ça et c'est du travail, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons chercheurs. Mais comme je l'ai dit, ce champ scientifique-là n'est pas vraiment contrôlé scientifiquement. On n'a pas d'instance légitime qui peut statuer sur la qualité des choses, des productions que nous faisons en Afrique. Ce n'est pas la même chose souvent dans certains pays, même d'Amérique latine, où ce n'est pas possible. Il y a un contrôle qui se fait. Bon, il y a des bons et des mauvais côtés, parce que des fois, dans ces genres de situations, c'est des pensées un peu sclérosées qui reprennent ça et qui remettent un peu une rigueur factice et qui permettent d'évacuer, de jeter d'autres personnes hors du champ, quoi. Donc, il faut faire très attention. Mais ça, c'est un processus historique que nous, individuellement, nous ne pouvons pas contrôler. Je crois que... il y a le dernier sur comment faire là, justement avec les concepts qui viennent des autres. C'est comment ça? Voilà, comment faire? Moi, sur notre position par rapport à la science dominante, moi, je dis simplement que, comme je le répète, parce que moi, je n'ai vraiment pas de complexe à utiliser des concepts qui viennent de partout dans le monde pour explorer les choses en Afrique, puisque en fait, les concepts, c'est du savoir mort. Comment on fait avec un savoir mort? Il faut avoir un peu d'imagination pour que ce savoir mort-là soit, disons, réactivé, quoi, que ce savoir-là soit ramené à la vie. Mais comment on ramène à la vie? Il faut l'accrocher à la vie. Alors que cette vie-là, c'est le terrain, c'est les différents terrains que nous avons. Des fois, on l'accroche et puis il ne marche pas parce qu'il ne correspond pas à la réalité de terrain étudié. Et comme on est un peu, souvent aussi, il faut dire, par mégalomanie, on aime bien disons, dans les petits papiers de la mouvance dominante, quoi. Peut-être qu'il faut un peu de modestie, des fois, dans notre milieu là. Il faut un peu de modestie et puis dire, bon, on fait les choses. Moi, j'ai toujours considéré que c'est un métier d'artisan, hein. On fait les choses, on essaie de faire jouer notre imagination. Bon, c'est pas vraiment utile de passer sur la télé ou je sais pas où, mais c'est peut-être important de pouvoir discuter avec des collègues pour voir si ce qu'on fait a de la valeur, et comment on peut réajuster les choses, quoi. Mais bon, ça, c'est très compliqué de donner des leçons, hein. Moi, j'en connais pas, j'ai pas suffisamment de principes, hein, moi-même pour donner des leçons. Je pense que c'est une orientation assez simple que je voulais simplement partager avec vous. Un, on a la possibilité de construire des concepts parce que notre réalité sociale est extrêmement riche. Deux, on n'a pas besoin de nous départir, de refuser les concepts qui viennent de l'extérieur à partir du moment où on les applique chez nous et qu'on essaie de voir si ces concepts-là sont valides ou pas. Et trois, ça c'est la question de Sanogo, sur la diffusion. On a des endroits où on peut diffuser, il y a des maisons d'édition, il y a des journaux, il y a des revues qui fonctionnent.
Bon, pour la méthode, on n'en avait pas. C'est d'ailleurs pour ça que moi, j'avais créé la revue méthode, parce que je pensais que un espace scientifique ne peut pas fonctionner si on n'a pas un lieu où on va discuter de notre méthode. Voilà. Bon, même en Occident, tout le monde, ils reconnaissent qu'il y a de science que par sa méthode. Vous voyez, c'est ça le problème. On peut utiliser toutes les démarches qu'on veut, mais à partir du moment où on peut les justifier. Comment on peut les justifier dans une tendance globale de découvert, de découvrir, entre guillemets, ce qui est caché, comme dit un philosophe. Il y a de science que ce qui est caché. Là, si on n'arrive pas à comprendre les grandes tendances qui portent nos sociétés africaines-là, c'est quelque part un échec. On peut écrire des choses un peu compliquées, atlantiser à outrance notre discours, bon, ça reste quand même un discours complètement extérieur et loin de la réalité. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça. J'espère que j'ai répondu aux questions. Un grand merci. Il y a beaucoup de pépites dans ce que tu viens de dire. Like, yeah, I have a lot of notes and a lot of takeaway from the conversation. I think everybody has been very, I don't know, well nourished and stimulated by this conversation. I don't know, Divine, if you had like final words, but I feel like we're really like. Yeah, I think that I can summarize in three words. He spoke a lot about modesty, and that we have to be modest. Modesty is very important. He spoke a lot about rigor, the importance of rigor, and that we need to apply ourselves and also have institutions for quality control. And he spoke a lot about peer review and having to exchange with people. And then in the end is that we can create our own concepts, but that's something that we can decide. And that in terms of dissemination, there are many places to disseminate, but that we will be unable to do the kind of scientific work that we want to do if we do not invest in methods. And that is also why he established the journal Method, because we need our own tools, to think with. And then he said that even in the European world, they've seen the importance of method in having to advance your scientific work. And I think that's it. But very thankful. Thank you so much, Professeur Ouedraogo, pour cette présentation. Thank you so much, and thank you, Divine, for the translation. Thank you. Peut-être un mot, parce que un mot. C'est-à-dire que Divine a parlé de modestie tout à l'heure. Il y a un complément, c'est-à-dire que là, on a aussi une exigence de cumulativité. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'on commence à discuter les uns avec les autres, de manière qu'on accumule un peu de savoir et qu'on se lise, qu'on se critique, ça c'est tout à fait normal, et qu'en même temps, on joue le jeu justement de la passation aux générations suivantes. C'est-à-dire que les générations qui arrivent ne sont pas forcément les rivaux des anciens. Voilà, c'est pas forcément ça qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans une perspective complémentaire. Les gens peuvent vouloir se réaliser, ce qui est tout à fait normal, mais ce n'est pas des rivalités, c'est complètement cumulatif. Okay, so I think the last point that Jean-Bernard was emphasizing was the importance of knowledge as cumulative. And that we have to approach knowledge as cumulative, and that we need to read and critique each other, but also the importance of having to transmit knowledge from one generation to the other, and that the younger generations are not rivals to the elderly, that they should be complementary in producing knowledge and also in transmitting knowledge. Yeah. Merci, but don't really use these translations downstairs. I see the Jean-Bernard is speaking, he's talking about Napoleon eating salads. I did not hear that, so don't use this translation. Okay, we should. I feel sorry I wasn't able to see that. It seemed like it was very entertaining. But I noticed in the chat there are remarks. I think there are really appreciative remarks for this presentation, and also I think Jima is asking like for this to
this kind of initiative to continue. I just want to let Jima know that this is a seminar series, so you're welcome to come and to listen to our guest. I hope that we'll have other visits from Jean-Bernard Ouedraogo. Comme vous voulez. You're always welcome here, and we have a little Burkinabe corner with Fanny at Yuma, and we are very, very proud to. Un peu de fierté nationale quand même. On est un peu national. Avec des poulets bicyclettes. On est un peu nationaliste chez nous, un peu quand même. Il y a mon frère Francis il n'est pas du Burkina, mais il est camerounais. Oui, avec des poulets bicyclettes. Hein? Voilà. Donc, mais juste pour, si je peux, bien sûr. Jean-Bernard a l'habitude de dire qu'un bon chercheur, c'est comme un vendeur qui a des échantillons sur lui, de ce qu'il vend. Donc, c'est ça qui me plaît de ce qu'il a dit. Et il faut savoir avoir une relation très, comment on dit, très contextualisée quand il s'agit de parler des concepts et de faire de recherche. Donc, pour moi, c'est le mot d'un savant. Merci. Ou d'un grand chercheur, même s'il n'est pas professeur. Ou il n'aime pas s'appeler professeur. Merci. Francis, est-ce que tu peux traduire en anglais, s'il te plaît? Merci. Oui, I think Jean-Bernard has the habit of comparing a good researcher to a salesman who has samples on him of what he sells. And I think that is very instructive for how we use concepts and how we speak about, and if we want to speak on behalf of Africa, how we speak about the African context, the importance of bringing the empirical and the theoretical into permanent conversation. Is like a salesman or a salesperson who is ready to show you samples of what they are selling. Thank you. Mais Francis dit un truc, c'est-à-dire, ça me fait beaucoup rire parce que c'est l'exemple d'un humoriste français qui dit ça. Il dit, il veut nous vendre quelque chose, il n'a pas un échantillon sur lui. Ouais, Francis, nous sommes deux à comprendre les jeux. Yes. I think Divine would want to say a few words. Jean-Bernard, I just wanted to thank Jean-Bernard, for taking time out of his really busy schedule to be here. I was trained by Jean-Bernard and the Francis Nyamjers and I came through the Codesphere School, and my other big brother, Agui Bayi, I see showing his face somewhere from Abidjan. On that side, and really, salut Agui, and I really emphasize. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. T'as pas assez de barre pour dire alhamdoulilah. Wait, but I was just saying the importance of transmitting knowledge from one generation to the other, and the importance of creating method and also scientific rigor. And really, I think we are very thankful to this generation of people for ensuring that we continue, to pass on the same message to the other generations of people. So merci beaucoup, Jean-Bernard. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis très, comment dire ça, je suis très fier de participer à vos activités que je suis beaucoup. Je suis vraiment de loin, mais beaucoup. Je pense qu'on a comment dire, on a un peu de chance, hein, nous qui sommes un peu vieillissants, comme dirait Francis. Jean-Bernard. C'est un peu, hein, que des jeunes dynamiques continuent un travail aussi avec rigueur, parce qu'on peut pas, il n'y a pas d'autre manière de faire, parce que
je comprends, des fois, il y a une tentation d'aller très vite, de passer outre quelque chose, des choses exigeantes, quoi. Bon. Mais là, on n'a pas vraiment le choix, hein. Si on regarde, moi j'ai la chance d'être en contact avec beaucoup de gens de différents pays, de différents contextes, et je me rends compte que nous sommes un tout petit peu en retard, et que c'est pas parce qu'on a les mêmes neurones, hein, c'est sûr. Malheureusement, il y a des adversités à la fois internes et externes qui nous empêchent de réaliser ce que nous avons comme une réelle imagination. Et en plus, on a une expérience, parce que tous les cognitivistes là vous diront, hein, l'expérience sociale des gens et des autres les aide à combiner, à imaginer des choses nouvelles dans la production des sciences, hein. Moi, des fois, quand on fait des sélections ici, et la dernière fois, j'ai insisté pour qu'on recrute une dame en master qui avait fait 2 ans en tant que serveuse. Ah oui, parce que tu peux faire 2 ans à lire Bourdieu et tout ce que tu veux, mais 2 ans de serveuse, c'est-à-dire la manière dont tu vas voir la vie sociale, c'est pas du tout pareil. Voilà, c'est aussi riche. Donc, il n'y a rien qu'on puisse mettre de côté. Est-ce qu'on est capable, nous, de réaliser qu'on a aussi les capacités, quoi? C'est ça qui m'intéresse le plus. On a les capacités. C'est les mêmes neurones. Moi, je vois pas de. J'ai eu la chance d'enseigner des Chinois, des gens de tous les coins de la Terre. C'est pareil, hein. Donc, c'est à vous, hein. C'est à vous. Un grand merci. Divine, on a dit les mots de la fin. Je sais que on est toujours en direct. Bailly, à bientôt, et Francis et Ariette, à bientôt. Bon, et encore bravo. Dominique, à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.